Aujourd'hui, épisode 4 de la séquence 1 d'histoire intitulée Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, premier dossier, les combattants, chair à canon de la guerre. Autrement dit, à travers cette première leçon consacrée à la Première Guerre mondiale et aux civils et militaires de la Première Guerre mondiale, nous allons nous demander en quoi les soldats des deux camps ont-ils été, certes, les acteurs, mais aussi les victimes les plus exposées aux violences de masse de la Grande Guerre. Pour bien appréhender le sujet, pour bien en comprendre les tenants, les aboutissants, les enjeux, il faut avoir en tête ce que nous avons vu lors des séances précédentes, c'est-à-dire aussi bien la carte de la guerre, une Europe qui est balayée par la guerre, avec plusieurs fronts, 5 fronts différents, dont certains qui font plusieurs centaines ou milliers de kilomètres, mais aussi une guerre marine sous-marine, donc véritablement une guerre d'abord européenne avant de devenir mondiale, et aussi une guerre qui dure d'août 1914 jusqu'à novembre 1918, avec 2 guerres de mouvement encadrées qui encadrent une guerre de position ou des tranchées qui dure de janvier 1915 à mars 1918. Alors justement, en parlant de la ligne de front, nous allons pouvoir nous servir d'une aquarelle d'un artiste français qui s'appelle André de Vambèze, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui a eu l'excellente idée de dessiner, de représenter ce qui était son quotidien pendant les années de la guerre, c'est-à-dire les tranchées, et il nous représente ici la tranchée, mais pas n'importe laquelle, celle de première ligne, celle qui s'apprête à laisser le champ libre à des milliers de soldats français qui s'apprêtent à partir à l'assaut de la première ligne de tranchée ennemie. On est donc très exactement sur la ligne de front. Et ce que l'on peut constater, c'est que l'ennemi n'est pas très loin. L'ennemi est à quelques centaines de mètres dans le meilleur des cas, ça a l'air d'être le cas ici, mais l'ennemi peut se retrouver parfois beaucoup plus près. L'écart entre les 2 tranchées de première ligne qui se font face côté français et allemand peut parfois n'être que de quelques dizaines de mètres, voire dans les cas extrêmes que de quelques mètres seulement. Et ça explique la nécessité de rester bien à l'abri dans la tranchée, car celui qui passera une tête par-dessus le parapet de la tranchée s'expose au risque de se faire abattre par un tireur d'élite, on ne disait pas encore sniper à l'époque, de la tranchée ennemie. Et l'espace qui sépare la tranchée de première ligne française de la tranchée de première ligne allemande s'appelle le No Man's Land, terme d'origine anglaise qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Cet espace ne contient aucun être humain ou aucun animal d'ailleurs vivant. C'est-à-dire qu'au mieux, les êtres humains qui sont dans le No Man's Land, numéroté 7, ils sont morts, ou alors ce sont des blessés qui n'ont pas pu être évacués lors de l'attaque précédente et qui vont mourir de leurs blessures ou de soif, puisque personne ou presque ne sera assez fou pour franchir le parapet et traverser le No Man's Land qui est hérissé de fils de fer barbelés qui constituent autant d'obstacles pour l'ennemi si l'ennemi désire vous attaquer vous,
mais qui constitue aussi un redoutable obstacle si vous voulez aller chercher des blessés de votre unité qui sont donc perdus dans le No Man's Land. Et ce que l'on peut constater, c'est que l'ennemi n'est pas très loin. L'ennemi est à quelques centaines de mètres dans le meilleur des cas, ça a l'air d'être le cas ici, mais l'ennemi peut se retrouver parfois beaucoup plus près. L'écart entre les deux tranchées de première ligne qui se font face côté français et allemand peut parfois n'être que de quelques dizaines de mètres, voire dans les cas extrêmes que de quelques mètres seulement. Et ça explique la nécessité de rester bien à l'abri dans la tranchée, car celui qui passera une tête par-dessus le parapet de la tranchée s'expose au risque de se faire abattre par un tireur d'élite, on ne disait pas encore sniper à l'époque, de la tranchée ennemie. Et l'espace qui sépare la tranchée de première ligne française de la tranchée de première ligne allemande s'appelle le No Man's Land, terme d'origine anglaise qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Cet espace ne contient aucun être humain ou aucun animal d'ailleurs vivant. C'est-à-dire qu'au mieux, les êtres humains qui sont dans le No Man's Land, numéroté 7, ils sont morts, ou alors ce sont des blessés qui n'ont pas pu être évacués lors de l'attaque précédente et qui vont mourir de leurs blessures ou de soif, puisque personne ou presque ne sera assez fou pour franchir le parapet et traverser le No Man's Land qui est hérissé de fils de fer barbelés qui constituent autant d'obstacles pour l'ennemi si l'ennemi désire vous attaquer vous, mais qui constitue aussi un redoutable obstacle si vous voulez aller chercher des blessés de votre unité qui sont donc perdus dans le No Man's Land. Vous aurez noté que les tranchées ne sont jamais rectilignes, mais sont construites avec volontairement des angles, un peu comme des zigzags. C'est fait parce que si jamais un obus ennemi devait éclater dans la tranchée, ou si jamais l'ennemi parvenait à sauter dans la tranchée, eh bien il pourrait balayer avec son feu roulant toute la tranchée et tuer tous les combattants, tous les défenseurs, alors qu'avec des tranchées avec des angles, eh bien ça arrête les éclats d'obus et puis ça empêche l'ennemi introduit dans la tranchée d'avoir le champ libre et d'avoir une vision sur l'ensemble de la tranchée. D'autre part, on accède aux tranchées de première ligne depuis la tranchée de deuxième ligne par des boyaux, c'est-à-dire des couloirs eux-mêmes enterrés, des couloirs beaucoup plus resserrés, c'est pour ça qu'on les appelle des boyaux, et le boyau n'a qu'un seul sens de circulation parce qu'il n'est pas assez large pour permettre d'aller et venir. Donc il y a des boyaux pour monter en première ligne, c'est par là qu'arrivent les renforts, la cuisine quand elle arrive, le courrier quand il arrive, les infirmiers, les brancardiers, les médecins quand ils arrivent aussi, quand ils peuvent arriver en première ligne. Et vous avez d'autres boyaux qui servent à évacuer au contraire les troupes quand on estime qu'elles doivent se reposer. Donc elles descendent en deuxième ligne, elles descendent vers l'arrière. Mais aussi les blessés que l'on doit évacuer utilisent des boyaux qui sont destinés uniquement à remonter vers les deuxième, troisième, quatrième lignes. Voilà l'univers des tranchées. Dernière remarque concernant cette gravure, vous pouvez voir sous un ciel de neige,
un ciel rempli de nuages couleur cendre, mais vous voyez aussi des petits nuages plus blancs, floconneux, à quelques mètres seulement de la hauteur du sol, et ce ne sont pas des nuages naturels, si je puis dire, ce sont les nuages provoqués par les explosions des obus à shrapnel. Alors le shrapnel, ça c'est véritablement la terreur aussi bien du soldat français que du soldat allemand, ou des autres combattants d'ailleurs, de la Première Guerre mondiale. Ce sont des obus qui sont destinés à éclater à plusieurs mètres du sol et à répandre une pluie de billes d'acier qui, s'il vous touche, vous transforme en charpie, en, comment dirais-je, en chair à pâté, hein, d'où l'expression d'ailleurs des soldats chair à canon. Et donc les soldats s'allongent, s'enterrent le plus possible pour se mettre à l'abri de ces fameux shrapnels. Parce que bien entendu, et c'est la loi de la guerre, les combattants risquent à tout moment d'être tués par l'ennemi au cours des opérations de combat. Et vous avez par exemple cette photographie fort célèbre qui a été prise pendant la bataille de Verdun, de février à décembre 1916, une des batailles les plus interminables de la guerre. Et là, on voit que dans ce qui reste d'une tranchée, parce qu'elle a été tellement bouleversée par les bombardements de l'artillerie, par les canons, que ça ressemble plus vraiment à une tranchée, eh bien on aperçoit deux soldats allemands identifiables à leur célèbre casque d'acier. L'un tient une mitrailleuse lourde et la braque vers l'ennemi, vers les Français probablement pour les arroser de balles, tandis que son camarade s'apprête à jeter une grenade à manche. Ce qui laisse entendre que les Français sont tout prêts, puisque la grenade est une arme essentiellement défensive, destinée à empêcher l'ennemi d'approcher de trop près. D'ailleurs, l'ennemi doit être très près, puisque à l'extrême droite de la photographie, sur le parapet de la tranchée, on aperçoit un casque qui, lui, n'est pas un casque allemand, mais un casque Adrien français, ce qui prouve que les Français sont vraiment très proches. Lors de la bataille de Verdun, les combats au corps à corps ont été extrêmement nombreux, et certains villages, comme le village de Fleury par exemple, a été perdu, repris, reperdu, repris au corps à corps 18 fois par exemple lors de cette bataille de Verdun. Vous aurez aussi noté que ces combattants portent un masque à gaz pour se protéger des émanations toxiques, parce que la Première Guerre mondiale est le cadre d'emploi de nouvelles armes de destruction massive. J'avais évoqué le sous-marin par exemple, mais tout simplement les gaz de combat. Les Allemands sont les premiers à les expérimenter contre les Anglais en Belgique, à Ypres, dès 1915, sans évidemment prévenir les Anglais bien sûr. Et par la suite, les différentes armées vont s'équiper d'obus à gaz tirés par l'artillerie. Et donc, chaque soldat doit, s'il veut survivre, porter son masque à gaz pendant le combat. Et on fera même des masques à gaz pour les chevaux, pour les animaux, parce que eux aussi peuvent être tués par le gaz, notamment le gaz au chlore, la chlorine, le gaz employé par les Allemands, que les Français ont pris l'habitude de surnommer le gaz moutarde, parce qu'il pique affreusement les yeux et la gorge, et que si ce gaz moutarde ne vous tue pas immédiatement, il va vous aveugler, parfois définitivement, parfois temporairement, et il va effectivement vous faire mourir à petit feu. Certains soldats mourront des mois, des années après la fin de la guerre, après avoir craché leurs poumons, si j'ose dire, pendant tout le reste de leur vie.
Et les Allemands, certes, se sont montrés très ingénieux, très imaginatifs avec leur gaz de combat, la chlorine, ou avec le sous-marin, mais ils n'ont pas l'apanage, le monopole de l'invention des armes de guerre. Les Français ont inventé le mortier, ce mini-canon à tir courbe qui est bien pratique pour envoyer des obus dans la tranchée de l'ennemi. Quant aux Britanniques, ils ont inventé ce qu'ils ont appelé le réservoir blindé, le tank, auquel on rajoute des mitrailleuses ou des canons, selon le modèle, et on obtient le char de combat. Et les Britanniques ont expérimenté le char de combat contre les Allemands lors de l'offensive de la Somme à l'été 1916, là encore sans prévenir les Allemands. Et après l'effet de surprise passé, eh bien, on s'est rendu compte que oui, le char d'assaut est extrêmement destructeur, mais il a un petit défaut malgré tout, c'est qu'il tombe facilement en panne, et que quand il tombe en panne, il s'immobilise, et quand il s'immobilise, il devient une cible extrêmement facile pour les canons de l'ennemi. Donc, pour résumer, comme l'écrit le soldat Georges Gallois du 221e régiment d'infanterie à ses parents, je suis encore vivant en bonne santé, pas même blessé, lui-même est le premier à ne pas y croire, c'est un miracle, alors que tous mes camarades sont tombés morts ou blessés aux mains des Boches, c'est-à-dire un terme injurieux pour désigner les soldats allemands, qui nous ont fait souffrir les mille horreurs, liquides enflammés, ça c'est le lance-flamme, gaz asphyxiant, attaque, etc., etc. Et c'est là que l'on voit l'utilité d'avoir un casque d'acier qui, là c'est les Français avec leur casque Adrian, qui vous protège, il ne vous protège pas de tout, hein, il ne vous protège pas notamment des balles de l'ennemi qui traversent le casque, mais si vous recevez des monticules de terre, de rochers ou même des éclats d'obus qui retombent en pluie, eh bien ça vous évite les blessures à la tête qui ont constitué parfois jusqu'à 80% des causes de blessures pendant les premiers mois de la guerre, quand les soldats français, ou leurs ennemis allemands d'ailleurs, n'avaient pas de casque d'acier pour se protéger. Mais en dehors de la violence des combats, la violence destructrice du feu, comme on surnomme les combats à l'époque, hein, le feu de l'ennemi, le feu des canons, le feu des fusils, eh bien la vie quotidienne, la survie quotidienne des combattants est très très difficile, même quand il n'y a pas de combat, parce qu'on ne mène pas des offensives tous les jours. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les soldats sont relativement tranquilles et se contentent de tenir la tranchée, au cas où. Mais c'est là qu'on voit apparaître d'autres souffrances qui conduisent parfois certains soldats à mourir d'épuisement ou à se suicider, parce que l'univers quotidien de la tranchée, c'est quand même un enfer. Les soldats en particulier ont comme ennemi quotidien la boue, dans laquelle ils pataugent à longueur de journée, à longueur de semaines, de mois, quand c'est pas la neige qui prend le relais l'hiver. Et comble de malchance, les années de guerre ont été des années particulièrement pluvieuses. Et donc là, on voit des soldats français crottés de la tête littéralement aux pieds, comme en témoigne une nouvelle fois le soldat Georges Gallois. Et au passage, on peut remarquer que, comme pour toutes les armées de la Première Guerre mondiale, l'armée française a considérablement fait évoluer son matériel, mais aussi son uniforme, et on est passé du piou-piou, c'était le terme affectueux, qui désignait le soldat français au tout début de la guerre fraîche et joyeuse, lors de la guerre de mouvement des premiers mois en 1914. Et là, on est passé au soldat bleu horizon, l'uniforme bleu horizon, enfin quand il n'est pas maculé de boue, du poilu.
de la guerre des tranchées, de la guerre de position de 1915 à 1918. Avec le casque d'acier en particulier, qui est un vrai progrès par rapport au képi en feutre du début de la guerre. Et c'est une souffrance supplémentaire de patauger dans la boue, d'être environné par l'humidité et connaître la soif intense parce que le ravitaillement particulier n'arrive pas ou arrive difficilement parce que les cuisiniers ont le plus grand mal à ravitailler depuis les lignes arrières la première ligne parce que le danger est partout. Parce que l'artillerie ennemie bombarde régulièrement et notamment à l'heure du déjeuner. Et je vous ai trouvé cette photo qui est assez célèbre, qui vous montre l'intérieur d'une tranchée de première ligne anglaise. On reconnaît les Britanniques avec leur célèbre casque Brodie. Et il ne faut pas s'y tromper, ils sont tous vivants pour l'instant, mais sur les 4 hommes que l'on voit sur la photo, il y en a un qui surveille, enfin, sans encore une fois s'exposer aux tirs de l'ennemi. Pendant que ses camarades essaient de dormir, on a l'impression qu'ils sont morts, hein, mais en fait non, ils essaient de dormir, de se reposer, et on voit qu'ils sont trempés jusqu'aux os, ils pataugent dans la boue, c'est véritablement une souffrance terrible, et on peut comprendre qu'un certain nombre de combattants tombent malades, ou encore une fois décident d'en finir, parce que c'est juste insupportable. Parce que il faut se battre aussi contre les puces, contre les poux, parce que l'eau est tellement rare et précieuse qu'on la conserve pour la boire, et certainement ni pour se laver. D'ailleurs, il n'y a pas de douche en première ligne, ni même pour se raser. Et c'est de là d'ailleurs que vient le surnom affectueux donné par la population française à ses soldats de première ligne, le fameux surnom de poilu. Ça s'explique par le fait que les soldats français ne peuvent tout simplement pas se laver et que l'hygiène en prend un sérieux coup pendant la guerre, hein, et évidemment ça facilite aussi les maladies. Et effectivement, quand en plus les rats sont attirés par les cadavres et qu'ils viennent voler le pain des soldats, mordre dans le pain des soldats, voire mordre dans les soldats qui dorment, parce que le rat n'a pas fait la distinction entre les cadavres et puis les vivants, eh bien il y a de quoi effectivement tomber fou. C'est pour cela d'ailleurs que régulièrement les poilus mènent des campagnes de dératisation, hein, avec des récompenses, des primes, parfois des permissions. Alors la permission, ça c'est très recherché parce que c'est très rare, c'est l'autorisation de quitter la première ligne, de quitter même le front, et d'aller passer quelques jours de vacances dans la famille, hein, retourner chez soi très temporairement. Et la récompense, eh bien, c'est quand on a tué une cinquantaine de rats, par exemple, voilà, ce qui fait que les rats ne viendront plus vous attaquer dans la nuit, ne viendront plus vous voler votre pain. Et puis les rats amélioreront l'ordinaire parce que on peut les manger et ça fera de la viande supplémentaire. On est bien loin de cette vie quotidienne présentée, cette vie quotidienne du poilu, du soldat français présenté aux civils de l'arrière et qui finalement donne à penser que la vie au front c'est presque des vacances. Et ça, les poilus, ils en ont beaucoup souffert. Lors des rares occasions où ils ont pu retourner temporairement, très brièvement dans leur famille, à l'arrière, ils ont beaucoup souffert de cette méconnaissance des conditions de vie et de combat
qu'ont les civils. Parce que comment d'ailleurs pourrait-il mesurer les souffrances des combattants au front? Parce qu'à l'époque, les moyens d'information ne sont pas nombreux, c'est essentiellement la presse écrite. Or, la presse écrite est sous le contrôle des militaires. La fameuse censure militaire personnifiée par les gros ciseaux de Madame Anastasie. Bon, en réalité, la censure, ce sont des militaires en uniforme qui se rendent dans les rédactions des journaux avant impression du quotidien. Eh bien, ces militaires armés d'un crayon rouge et d'un crayon bleu relisent intégralement l'édition du jour à paraître. Ils surlignent en bleu ce qui est autorisé à paraître. Ils surlignent en rouge ce qui est interdit de faire connaître au public. Et à la fois pour protester contre cette censure qui remet en cause la liberté d'expression, qui est pourtant un des droits de l'homme, écrit noir sur blanc, c'est le cas de le dire, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et oui, mais là on est en guerre, donc à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et bien pour protester contre cette entrave à la liberté d'expression, et aussi tout simplement parce que les journaux n'ont pas le temps de changer leur maquette, entre le moment où les militaires sont passés et puis le moment où il faut mettre sous presse, eh bien on laisse des passages entiers en blanc. Donc des fois c'est des paragraphes, des fois c'est des articles entiers, des fois c'est juste quelques mots, quelques indications. Donc les lecteurs du journal savent qu'on leur cache quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Mais il y a encore pire que la censure de Madame Anastasie. Ce sont les fausses nouvelles que les journaux impriment, parfois sur ordre, mais parfois parce que il faut bien imprimer quelque chose et que quand on sait rien, ma foi on invente, puisque les journalistes n'ont pas le droit de se rendre sur le front, ou tout simplement pour faire son intéressant, ou alors dans l'idée de remonter le moral de l'opinion publique, parce qu'il vaut mieux donner des bonnes nouvelles, inventer des bonnes nouvelles, que d'essayer de délivrer des vraies nouvelles, mais qui sont des annonces de défaite qui pourraient démoraliser l'opinion publique et qui seront de toute manière censurées. Et donc, en plein cœur de la bataille de Verdun, quand se joue l'avenir de la France, l'avenir de la guerre, et que les poilus tombent chaque jour par milliers, vous avez un journaliste qui ose écrire que les balles allemandes ne tuent pas, contrairement bien sûr aux balles françaises, qui elles tuent les Allemands. Et que finalement, Verdun, oui, bon, d'accord, ça fait un peu de bruit, oui, bon, il y a quelques obus qui tombent, mais finalement, pouf, le danger est minime, il ose l'écrire. À part un quart d'heure par jour, il fait parler à un poilu anonyme qui n'existe que dans son imagination. À part un quart d'heure par jour, le reste c'est tranquille, et il conclut par « Je ne sais même pas comment je ferai pour me réhabituer à la vie civile quand la guerre sera finie. » Comment les civils de l'arrière pourraient-ils comprendre et mesurer les souffrances des soldats du front dans ces conditions? Donc que faut-il retenir de cette première séance consacrée aux souffrances au quotidien des combattants? Eh bien d'abord que Poilus et Boche, Boche c'est le surnom injurieux donné côté français aux soldats allemands, sont des acteurs, mais aussi des victimes de la violence quotidienne du front, lors des bombardements à distance, mais aussi des affrontements au corps à corps, et là il n'y a plus de distance du tout. Ils souffrent des conditions de survie dans l'univers infernal des tranchées, la boue, le froid, les rats, la faim, les cadavres, le manque d'hygiène, la promiscuité, c'est-à-dire le fait que on ne peut jamais vraiment s'isoler, que quand on a un coup de moins bien, on est condamné à rester dans sa tranchée avec les autres. La guerre qui s'éternise, l'absence des êtres chers, la femme, les enfants, les vieux parents, et du manque de compréhension de leurs souffrances par les civils, abusés par la propagande et la censure, qui font croire
aux civils que tout va bien, que les balles allemandes ne tuent pas à Verdun et que finalement pour les soldats français dans les tranchées, bon, c'est quasi des vacances. Ces civils que les soldats français ou même allemands considèrent parfois comme des planqués bien au chaud à l'arrière.